Bienvenue au Gamma Popcast. Ici Dave Powell pour vous parler de plusieurs aspects dans l'entraînement, soit la force, la performance, la nutrition, la récupération et encore plus, le tout dans un environnement éducatif et propice à de nouvelles découvertes. Sur ça, bonne écoute. Parle-moi de toi. Parle-moi de ta job. Je sais que tu es entraîneur. Tu es aussi un athlète en bodybuilding. Parle-moi un peu de ton parcours. Parle-moi de toi. All right. Ben, pour faire ça simple, écoute, j'ai commencé à m'entraîner, j'avais 18 ans. J'ai commencé, depuis que j'étais jeune, j'ai toujours aimé les sports de combat, le bodybuilding. J'ai grandi avec le WWE, WWF dans le temps. Puis moi, quand j'étais jeune, je voulais. J'ai pas grandi avec des super-héros, j'ai pas grandi avec. Je suis pourri dans tout ce qui est film, dans tout ce qui est truc pour les kids. C'était toujours WWF. So, quand j'étais jeune, je voulais être lutteur. Mes parents, ils ne voulaient pas que je fasse de la lutte parce que, à leurs yeux, venant d'une famille qui vient du Moyen-Orient, c'est violent, puis ils ne comprennent pas trop. Ils ne comprennent pas que c'est un sport de discipline. Donc, j'ai jamais eu la chance d'être un lutteur comme je voulais ou quelqu'un qui fait des arts martiaux. Quand j'étais assez vieux, j'avais 16 ans, je me suis inscrit à un gym, mais à 16 ans, tu déconnes, tu n'es pas sérieux. Mais j'ai vraiment commencé à 18 ans, puis je te dirais, malgré que je n'avais pas les connaissances, parce que quand tu commences, c'est sûr, tu ne sais pas nécessairement ce que tu fais, mais je faisais ce qu'un jeune de 18 ans qui ne connaît rien, qui se base sur, disons, bodybuilding.com, T-Nation et compagnie, à faire. So, j'ai commencé à bien manger, j'ai commencé à m'entraîner, mais c'est sûr qu'au fil du temps, tu commences à connaître un peu plus comment ça fonctionne, l'éducation, pas t'entraîner 7 fois semaine, pas manger 500 grammes de protéines par jour, les carbs, c'est pas mauvais, puis ainsi de suite. Donc, c'est sûr qu'avec le temps, j'ai commencé à développer un peu plus de connaissances. J'ai commencé avec, dans le fond, moi, j'étais coursier en assurance. Je travaillais dans un bureau. J'aimais pas ça. Je le faisais pourquoi? Pour l'argent puis quoi que ce soit. Mais en même temps, j'avais fait mes cours de personal training. Puis comme n'importe qui, j'ai commencé avec des petits cours comme du YMCA. C'est correct, mais ce qui est important, c'est que tu dois continuer à développer tes connaissances avec des cours un peu plus spécifiques, un peu plus demandants. Mais j'ai commencé avec le YMCA, puis de là, j'ai fait un CanFit Pro, j'ai fait un SSA. Puis là, ensuite, j'ai continué, j'ai fait des formations avec Christian Thibodeau, des formations AAT. So, j'ai toujours continué à faire des cours pour optimiser mes connaissances dans le monde de la nutrition, dans le monde de l'entraînement. Puis, c'est sûr, le bodybuilding, ça, c'était plus c'était comme mon hobby à moi, Donc, c'est ça. Écoute, ça fait quoi? Ça fait 9 ans maintenant que je m'entraîne sur une base régulière. Puis, quand ça vient à la nutrition, tout ça, j'ai commencé à compétitionner en 2000. J'ai commencé à faire ma première prep en 2018. Donc, j'ai préparé pour le premier show que j'ai fait en 2019. C'était mon premier show. J'ai remporté la première position en super poids lourd. Là, je voulais faire les nationaux de l'année d'après, ce que j'ai fait en prep. Mais comme tu le sais, avec la COVID, tout a été cancellé. Ça a été cancellé one day out. Okay. Mais one day out, ça a été un peu, ça a été un peu choquant, mais c'était, comme on dit en anglais, un blessing in disguise. C'était un mal pour un bien. Par la suite, j'ai pris du temps pour me restructurer. J'ai commencé à travailler avec un nouveau coach depuis février 2021. On a fait une prep pour les nationaux parce que j'étais encore qualifié en 2021. C'était le 4 décembre dernier. Puis, c'était mes premiers nationaux. Moi, j'ai fait les nationaux simplement pour voir où je me situe par rapport à un calibre national. C'était seulement ma deuxième compétition. Je n'allais pas là avec... Il y en a beaucoup de nos jours, ils pensent la carte pro, la carte pro, la carte pro. Mais la carte pro, là, ça ne veut rien dire nécessairement. Oui, tu passes au niveau professionnel, mais lorsque tu arrives au niveau professionnel, il faut que tu te démarques au niveau professionnel. Moi, je l'ai toujours dit, afin d'être pro, c'est plus qu'une carte, ça prend un physique de pro. Parce que tu as beau être le top
aux régionaux, mais là, quand tu arrives aux nationaux, ben, tu es comme au bottom, you're in the bottom of the nationals. So you have to keep going up parmi les niveaux. Je ne sais pas si tu as déjà joué à Call of Duty. OK, mais quand tu arrives au niveau 55, là, tu prestiges, mais là, tu retombes au niveau 1, puis là, il faut que tu remontes. Puis là, c'est un peu la manière que je le vois avec le bodybuilding. So, moi, j'ai fait les nationaux juste pour voir où je me situe. Puis de là, j'avais comme un blueprint de qu'est-ce que je dois améliorer, qu'est-ce que je dois faire pour éventuellement revenir puis recompétitionner en améliorant mes forces, mes faiblesses, ainsi de suite. Nice. Juste pour bien comprendre, parce que nous, comment ça fonctionne dans le domaine de la force pour ce qu'on fait du powerlifting, on a une année de compétition. En fait, on a une compétition locale. Probablement que vous, en bodybuilding, c'est un peu comme les provinciaux. Mais nous, après ça, on accède aux provinciaux, puis ensuite, on peut accéder aux nationales. Est-ce que vous, en bodybuilding, c'est une fois, j'ai ma carte X, mettons, j'ai gagné premier dans telle catégorie, là, j'ai accès en tout temps au national, ou il faut toujours que je fasse un pro show à Québec, puis après ça, pour me qualifier pour les nationales. Peux-tu me parler un peu de comment ça fonctionne, justement, la fédération bodybuilding? Dans le fond, ce que tu dois faire, mettons, je vais parler dans la division bodybuilding, parce qu'il y a plusieurs divisions pour les hommes. Tu as men's physique, tu as classic physique, tu as bodybuilding. Puis, dans toutes ces catégories-là, tu as des catégories de poids. Donc, je vais prendre mon cas en exemple. Moi, je suis un super poids lourd. Donc, c'est en haut de 225 livres. Donc, mettons, je n'ai jamais compétitionné. Tu dois t'inscrire à une compétition régionale. Ça peut être partout au Canada parce que maintenant, avec la CPA, qui est le Canadian Physiques Alliance, tu peux compétitionner partout au Canada. Si toi, ça te tente d'aller compétitionner en Ontario, à BC, peu importe, dépendamment de tes plans, tu peux y aller. Dans le temps, chaque province avait leur association. Le Québec, il y avait comment ça la APQ, APQ. Okay. L'Ontario avait le OPA, puis l'Alberta avait la sienne, puis BC avait la leur. Puis de là, il fallait que tu gagnes une compétition régionale pour ensuite aller dans une compétition provinciale. Puis aux nationaux, tout le monde de chaque province se rassemblait, mettons, à Toronto. Puis là, c'était tout le monde de différentes provinces. Mais là, ils ont éliminé les provinciaux. Puis c'est une bonne chose parce qu'entre moi et toi, puis pour les gens qui nous écoutent, puis les vétérans, ceux qui compétitionnent depuis une couple d'années au niveau amateur, puis même au niveau professionnel, qu'ils ont passé professionnel, il y avait beaucoup de corruption au niveau provincial. Il y avait beaucoup c'était wishy-washy un tout petit peu. Donc, le CPA, qui est en alliance avec le NPC aux États-Unis, qui est le National Physics Committee, qui est sanctionné par le IFBB, se sont rassemblés puis ils ont dit, bon, ben là, on a le Canadian Physics Alliance, puis on a le NPC au niveau amateur. Donc, même chose aux États-Unis. Si toi, tu viens, je ne sais pas, du Vermont, puis tu vas aller compétitionner dans l'État de New York, ben, tu peux y aller. Tu peux aller dans n'importe quel show régional. Donc, il y a des gens qui disent, ah, c'est-tu plus facile maintenant vu que tu n'as pas de provinciaux? Je ne pense pas parce que les shows, veut pas, il y a plus de gens maintenant à un show régional, un show national. Les provinciaux, c'était comme. Moi, je le voyais un peu comme le cégep au Québec. C'est comme tu finis l'école, va-t'en à l'université. Le cégep, là, c'est comme une transition, puis on s'entend que le cégep, là, c'est un peu bidon. Là. On est les seuls qui ont ça dans le monde. Ils ont éliminé les provinciaux, puis je pense que c'est beaucoup mieux parce que tu regardes aux États-Unis, les shows régionaux sont beaucoup plus pactés, puis beaucoup plus compétitifs, puis les shows nationales encore plus qu'au Canada. C'est sûr, ils sont 10 fois plus que nous. Mais le calibre, il est différent. Il est vraiment différent. Donc, ici, tu dois faire un show régional. Si tu te qualifies, si je ne me trompe pas, dans le top 3. Dans le top 3, oui, dans le top 3 aux régionaux, tu accèdes aux nationaux. Okay. Mais tu sais, entre moi et toi, il y a des fois là, que tu compétitionnes dans une catégorie, puis vous êtes juste 3 dans la catégorie. Sauf vous, les 3, vous allez aux nationaux. Tu sais. Mais là, je pense que c'est à l'athlète de juger, écoute, j'ai-tu le package pour aller me présenter aux nationaux? C'est bien beau de finir top 3 sur 3 aux régionaux, mais si tu arrives aux nationaux et tu finis 15e sur 15, ben, c'est la réalité. T'sais. Donc, de là aux nationaux, tu dois finir dans le top 5 pour te requalifier. Soit tu as 1 an, jour pour jour, pour te requalifier aux nationaux. So, disons, moi, j'ai fini l'année dernière aux nationaux 4e en super poids lourd.
techniquement parlant, je suis encore qualifié pour aller compétitionner aux Nationaux 2022. Okay. En fait, tu sais, qu'est-ce qui est le fun un peu avec votre sport, c'est qu'une fois, mettons, tu fais les nationaux, tu finis dans un bon top, là, peu importe, tu as une année de préparation, fait que tu peux passer les provinciaux puis t'en aller direct aux nationaux. Fait que tu peux, c'est tout compris. Fait que pour vous autres, c'est souvent plus avantageux d'avoir encore plus de préparation, justement, pour justement prendre plus de masse. Oui. Absolument, c'est ça que je dis. Les gens disent ah, mais il y a une étape de sauter, c'est plus facile. Je pense pas parce que on est tous dans le même panier maintenant. Puis c'est souvent arrivé aux régionaux. Écoute, des fois aux régionaux, il y a du monde, on est proche avec la frontière de l'Ontario, il y a souvent des Ontariens qui viennent. Il y a du monde même des Maritimes qui viennent. Puis ça donne que ils ont envie d'aller compétitionner à Montréal. Je ne sais pas, ils vont peut-être se faire un week-end puis venir ici. Puis ça donne le goût de. Veux pas un peu voyager avec ton crew, ton coach, whatever. Il y a des gens qui le font. Puis aux nationaux encore plus, parce que le calibre, là, il y a plus à aller chercher. Mais quand ça vient à gagner ta carte pro, la différence au Canada puis aux États-Unis, c'est qu'au Canada, il faut que tu remportes, mettons en bodybuilding, il faut que tu remportes le overall, donc champion de toute catégorie. So, disons, tu finis premier en super poids lourd, OK, tu finis premier de ta catégorie, c'est beau. Mais là, il y a quelqu'un qui a fini premier en poids lourd, en light heavyweight, en middleweight, puis des fois, il y a peut-être une catégorie bantam ou lightweight. So là, ils prennent le premier de chaque catégorie, puis ils vont les comparer. Ça arrive, comme au dernier nationaux, le gars qui a gagné sa carte pro, c'était le gars qui était dans les heavyweights, Steve Didoshak. Mais tu sais, Didoshak, ça fait 11 ans qu'il compétitionne, puis tu sais, il avait le calibre pour gagner sa carte pro. Il y a beaucoup de gens qui pensent, tu sais, ça ne serait pas le super poids lourd parce qu'il est plus gros. Non, pas nécessairement. Tu sais. Le poids lourd ou le middleweight ou le light heavyweight peut venir mieux conditionné, mieux proportionné, mieux structuré, puis il peut remporter sa carte pro. Aux États-Unis, vu qu'ils sont plus, ben, si tu gagnes ta catégorie, tu gagnes ta carte pro. Sur un show national, tu vas avoir, disons, 5 cartes pro en bodybuilding qui vont être données. Mais il ne faut pas oublier qu'il y en a qui sont comme 45 par catégorie. Tu sais. Ils ne sont même pas 45 ici au Canada à compétitionner toutes catégories confondues. Tu sais. Comme moi, je regardais les Nord-Américains. J'avais des amis qui compétitionnaient au championnat nord-américain. Puis là, il y a des Canadiens, des Américains, des Mexicains qui peuvent y aller. Puis, écoute, je ne me rappelle plus c'était quelle catégorie, mais je pense que c'était comme 47 gars, là, tu sais. C'est immense. Ici, si tu as une classe de comme 10-15 personnes, c'est considéré stacked, tu sais. Dans le temps, avant la COVID, je me rappelle, parce qu'un de mes bons chums, il a gagné les championnats canadiens en light heavyweight. Puis si je ne me trompe pas, ils étaient... Je pense que c'était peut-être 17 dans sa catégorie. C'est quand même formidable, 17 ou... peut-être même 27, je ne m'en rappelle plus. Mais lui, quand il est allé au Nord-américain, il était, je pense, 44 dans la catégorie. So, déjà, gagner 1 sur 17, c'est remarquable, c'est formidable. Mais imagine 1 sur 44, là, je comprends pourquoi il donne une carte pro par catégorie, puis des fois, il en donne même 2, au premier puis au deuxième. Mais le calibre aux États-Unis, il est tout à fait différent qu'ici. C'est énorme. Là, ils sont 10 fois plus que nous, puis c'est différent. C'est ça. C'est un peu. Moi, je parle beaucoup plus de programmation aussi, mais comment que je vois les choses. Au Canada, on développe de plus en plus des gros athlètes, etc. Mais on est un petit peu plus en arrière que les États-Unis, qu'eux, ils ont beaucoup d'argent investi dans la santé, mais dans la technologie de la performance et autres, ça paraît tout simplement comme. Tu regardes les Jeux olympiques aujourd'hui, là. Oui. Grande puissance, ils ont du budget, ils sont capables de mettre de l'argent. Tu regardes des fois juste les écoles universitaires. C'est ça, j'allais dire. Juste les écoles secondaires, là. Excuse-moi. Les États-Unis sont fous à quel point ils mettent de l'argent. On a pas d'école au Canada, là, mettons, à Laval, Carabin à Montréal, je parle pour le football. Mais on pourrait pas créer des infrastructures comme aux États-Unis. Là. Non. Tu vas dans une école secondaire aux États-Unis. Là. Moi, je m'entraîne au Atlantis à Laval. C'est un gym de 50 000 pieds carrés, full stack, tout le kit. Je te le cache pas, là, il y a des écoles et des universités aux États-Unis. Là. Leur temps d'entraînement, leur centre d'entraînement, là, c'est quasiment un Atlantis. Là. C'est malade. C'est peut-être pas 50 000 pieds carrés, mais c'est stacké. Là,
C'est incroyable à quel point, puis je pense que c'est dans tous les sports, même au bodybuilding, tu sais. Ici au Canada, quand ça vient, disons, à l'industrie, parce que je connais quand même assez bien l'industrie des gyms, tu sais, aujourd'hui, c'est rare que tu vas. Tu sais, moi, je m'entraîne au Atlantis, mais Atlantis, je le mets dans une catégorie à part parce que c'est un manufacturier. Tu sais, leur gym, c'est un showroom, tu sais, parce qu'ils bâtissent l'équipement. Mais à part de ça, tu sais, il n'y a pas beaucoup de gyms indépendants, mettons au Québec. Il y en a, mais regarde à cause du COVID, combien qui ont fermé. Moi, j'en connais une dizaine qui ont fermé. Mais tu sais, aux États-Unis, je ne sais pas, c'est différent. Oui, ils sont plus denses en population, mais tu sais, je vais donner un exemple. Moi, j'ai souvent voyagé aux États-Unis. J'étais allé à l'Arnold Classic 4 années de suite. C'est la première année que j'y vais pas, dans le fond. Puis, tu sais, je me suis arrêté à Buffalo. Puis, des gyms hardcore, là, des petits gyms hardcore, là, vraiment comme, tu sais, c'était un gym qui appartenait à un ex-militaire. Tu sais, mais ça, t'en as dans la ville, là, puis tu sais, ils survivent, puis tu sais, ils font de l'argent, puis tu sais, ça fonctionne. Mais ici, tu as des Econo Fitness, tu as des BuzzFit, tu as des World Gym, des Gold's Gym. C'est toutes des chaînes qui appartiennent à des grosses corporations. Mais des gyms, des petits gyms indépendants, en région, tu vas en avoir, tu sais, parce que ça fait longtemps qu'ils sont là, peu importe. Mais tu sais, c'est très difficile d'être capable d'ouvrir un gym à Montréal indépendant qui roule, disons, sur, mettons, le bodybuilding. Tu sais, la niche est très, très petite. Tu sais, je pense, il parlait aux nouvelles que je pense que c'est comme 16% de la population au Québec vont dans des gyms. So, imagine, sur 16%, combien sont adeptes du bodybuilding. Tu ne peux pas avoir des gyms hardcore là, à la Louis Simmons style, whatever, Metroflex, en métropole. Là, ça coûte cher en esti un loyer. Là, c'est souvent, même les grands gyms, là, c'est sûr qu'on parle comme un peu de l'Atlantis, qui sont capables de réunir tout le monde. Ouais. Par exemple, des bodybuilders, juste à Ottawa, sont souvent aussi sur un 3 livres, parce qu'ils regardent d'aller chercher le powerlifting, ils regardent d'aller chercher le matériel pour combler le tout. Fait que souvent, comme tu dis, dans l'industrie, parce que moi aussi, c'est pas mal dans l'industrie des gyms, mais c'est vrai que à part que tu amènes vraiment de quoi différent, puis tu es capable de brander et de l'amener sur les réseaux sociaux comme le gym fait pour toi puis ta niche, ça devient très difficile, tu sais, mais ça se fait. C'est juste, ouais. c'est ça. Il existe beaucoup de gyms pour toutes sortes de monde. Ouais. Il y en a qui vont utiliser leur propre gym pour être coach aussi à l'intérieur. Il y en a qui vont juste être entrepreneurs. Fait que, c'est ça la grande différence. Puis c'est aussi, ça se le voit aussi juste dans l'équipement. Ouais. Nous, on est chanceux, on a quand même Atlantis qui est un gros manufacturier, mais quand tu regardes Prime Fitness aux US, Rogue, c'est US, après ça, Oui. c'est pour toute la force. Arsenal Strength et compagnie, Cybex, tout ça, Hammer Strength, c'est tout aux US. Là, c'est top pour nous autres d'aller tout chercher des fois cet équipement-là, le faire shipper, d'avoir juste. Fait que des fois, on diminue les coûts ouais. à cause pour justement être rentable. Mais ouais. pour eux, c'est comme pas trop pire, puis ils peuvent mettre de l'argent parce que c'est plus facile pour eux autres d'avoir l'équipement top-notch. Ben oui, puis je sais pas pour toi, mais moi, j'habite à Montréal, j'habite dans l'ouest de l'île de Montréal, je suis à peu près à 25 minutes d'Atlantis. Puis si tu calcules le nombre de gyms qu'il y a entre chez nous et Atlantis, là, il y en a une douzaine, là, puis j'ai Monster Gym qui est à côté de chez nous. Mais je m'entraîne au Atlantis justement parce que c'est le gym avec le meilleur équipement sur la grande région de Montréal. Je vais faire 25 minutes de route pour aller au gym. J'habite à 9 minutes du Monster Gym. Mais le Monster, oui, il est bien équipé, mais entre moi et toi, l'équipement, il n'est pas bien entretenu. Ils ont du bon Atlantis, ils ont des machines, mais il n'est pas bien entretenu, l'équipement. Puis c'est sûr que moi, je travaille du Atlantis également. Je suis indépendant, mais mon bureau, il est là-bas parce que justement, c'est un gym qui offre globalement un meilleur équipement pour mon entraînement, mais aussi une meilleure qualité d'environnement pour mes clients, pour moi, pour la clientèle à aller chercher. Mais tu ne verrais pas un bodybuilder aller s'entraîner dans un... C'est rare qu'un bodybuilder de calibre compétitif va aller s'entraîner dans un BuzzFit ou dans un gym. Ouais. Parce que moi, personnellement, quand je regarde l'équipement,
sais, du pre-core puis des affaires de même, ça ne m'intéresse pas. Là. L'équipement de gym d'hôtel, là, tu sais, ça fait la job quand tu es à un hôtel puis tu dois kick in un workout, mais tu sais, sur une base régulière, je vais aller chercher du Atlantis, du Cybex, du Nautilus, du Arsenal Strength. C'est sûr, ici au Québec, on est un peu plus limité. Mais comme tu as dit, à 613 Lift à Ottawa, ils sont super bien équipés. Si je pense à Circus of Contenders aussi à Ottawa, c'est super bien équipé. Puis là, si tu vas en Ontario, ben, il y a le Pure Muscle and Fitness qui est super bien équipé aussi. Le Athletic Culture, je les connais pas mal toutes, les gyms plus ou moins bodybuilding. Là, quand tu vas aux États-Unis, la game est différente. C'est comme, je me rappelle quand j'étais allé à Columbus, tu vas sur Google puis tu écris gyms nearby. Puis là, tu vas voir, genre, mettons Dave's Gym. Là, tu vois Dave's Gym, là, c'est un petit gym de 5000 pieds carrés, mais qui est fucking hardcore. T'sais. Puis là, OK, oui, tu as les Planet Fitness et compagnie, mais il y a Dave's Gym, il y a, je sais pas moi, Barbell Club this, puis Hypertrophy that. Tu as tellement plus accès à des gyms, disons, sur mesure. Là, En plein ça. Là, on sort un peu du sujet. un peu, ouais. Mais non, il n'y a pas de stress. Mais moi, je veux savoir, tu sais, Ouais. t'es allé, que t'es quand même fini 4e au national et tout ça, t'as même aussi gagné. Mais c'est quoi que tu dois faire pour accéder à un haut niveau de bodybuilding? Là, tu sais, on peut aller national, mais selon toi, mettons, quelqu'un qui peut avoir une carte pro show, tu sais, ou juste aller au Arna, là, mettons, tu sais, c'est quoi les étapes que tu dois faire pour que les gens réalisent OK, ça prend toute cette ampleur-là pour gagner ou pour atteindre un haut niveau en bodybuilding? Écoute, je vais dire la réponse. La réponse que tout le monde veut savoir, là, c'est quoi ton cycle? Tout le monde veut savoir ça. Mais je vais le dire, puis c'est plate à entendre, mais it's hard work and consistency. Mais je pense pas que les gens réalisent à quel point, qu'est-ce que ça veut dire hard work and consistency? Parce que it's not fun. T'sais, you do it because you love it. Mais ça veut pas dire que ça va être, premièrement, facile. Deuxièmement, ça va pas être agréable. Le bodybuilding, c'est un sport extrême. Si toi, tu me dis, tu veux faire du vélo de route, tu veux commencer à faire du vélo, là, ou même pas du vélo de route, récréatif, là. Tu t'achètes un vélo parce que tu veux commencer à faire un peu d'activité physique. C'est bien correct. Mais si tu commences à me dire, tu sais, Seb, je veux m'acheter un vélo pour faire du downhill mountain biking dans les Alpes suisses, ça, c'est extrême. Mais le bodybuilding, c'est la même chose. Aller au gym 3-4 fois semaine, prendre soin de sa santé, bien manger, c'est tout à fait correct. Puis si toute la population pouvait le faire, on vivrait dans un monde meilleur. Mais faire des compétitions de bodybuilding, puis avoir le mindset de dire, écoute, I want to do this in the long run, c'est un sport extrême. Malheureusement, Instagram et compagnie ont comme rendu le bodybuilding puis plusieurs secteurs dans le monde mainstream. So, tu regardes un gars sur Instagram, puis c'est facile, là, il est là avec son shaker cup de X compagnie, puis il y a des abs, puis il est en shape, puis il dit achète cette protéine avec mon discount code, puis la vie est belle, puis get results with my 12-week shredded program. OK, mais c'est pas la réalité parce que ce gars-là, pour de vrai, c'est un IFBB pro, puis ça fait comme 10 ans qu'il grind sans que personne le voie. Puis c'est souvent ça aussi, les gens, ils veulent trop vite. They want it fast. They want the results fast. Mais en réalité, quand tu te prépares, mettons, pour une compétition de bodybuilding, c'est 16 semaines. Oui, une prep, c'est souvent 16, 20 semaines ou whatever. Mais tout au long de l'année, il faut quand même ton off-season, moi personnellement, puis n'importe quel bodybuilder va te le dire, ton off-season, il est aussi important, sinon plus important que ta prep. Parce que, si tu es là pour déconner en off-season, puis faire ce que tu veux, puis tu t'en fous, puis tu bois, tu parties, puis tu ne manges pas tous tes repas, ben tu ne vas pas avoir une longueur d'avance quand tu commences ta prep. T'sais. Le monde pense qu'off-season, c'est genre, relax. Moi, personnellement, mon off-season, il est plus brutal. C'est là que je veux me pousser à fond parce qu'il faut que tu maximises. C'est là que tu manges en surplus. C'est là que tu peux mettre. C'est là où tu vas grossir, que tu vas mettre de la masse, que tu vas progresser. T'sais. Oui, en prep, tu deviens shred, puis c'est là que tu découpes. Mais
faut qu'il y ait une sculpture à quelque part afin de découper, tu sais. Puis il faut que tu maximises ça. Mais là, il y a des gens qui vont avoir tendance à penser, OK, il faut bulker, il faut manger n'importe quoi, n'importe comment, surplus calorique. Pas nécessairement, tu sais. Il faut vraiment avoir une structure dans l'off-season. Puis moi, je pense, la première étape, c'est engager un coach qui sait qu'est-ce qu'il fait pour te guider à travers les 12 mois de l'année. Tu sais. Il y a du monde qui vont avoir tendance à engager un coach juste pour une prep. Tu vas le voir au niveau professionnel, sont professionnels, ils ont de l'expérience, c'est plus faisable. T'sais. Ça va arriver des fois que le odds are, le gars là, qui finit dans le top 15 à l'Olympia, là, il est en shape pas mal toute l'année. Puis là, il tweak quand ça s'en vient un peu plus proche au show. Peut-être qu'il va engager un coach à ce moment-là, peut-être qu'il travaille déjà avec un coach à l'année longue, dépendamment. Mais ce que ça prend nécessairement, c'est de la consistance puis travailler fort. T'sais. Mais ça se mesure pas par. Il n'y a pas une règle générique à mesurer ça. C'est spécifique à la personne. Tu sais. C'est être consistant sur ses repas, être consistant sur son sommeil, être consistant sur son training, être consistant sur sa routine. Puis, it pays off. Puis tu le vois, tu vois qui progresse plus, puis qui finit mieux. Mais odds are, c'est parce que ces gens-là, mais ils travaillent day in and day out. Là. Tu sais, bodybuilding, à mes yeux, c'est un mode de vie. Tu sais. Oui. Quand tu joues, mettons, au hockey ou au football, whatever, puis c'est pas pour dénigrer aucun autre sport, là. C'est juste le bodybuilding, it's 24/7. Chaque repas rentre en jeu. Tu sais, puis moi, Marc-Antoine qui était sur ton podcast l'autre fois, tu sais, j'aime qu'est-ce qu'il apporte au football, c'est parce qu'il apporte tellement plus l'aspect nutritionnel au football parce qu'ils vont avoir une longueur d'avance sur les autres joueurs. Tu sais. Moi, je l'ai vu avec d'autres athlètes là, qui jouent au hockey, football, whatever, ils mangent n'importe quoi, n'importe comment. Tout ce qu'ils pensent, c'est la performance sur le terrain. Mais en réalité, c'est parce que tu peux optimiser ta performance sur le terrain à l'extérieur. En bodybuilding, tu n'as comme pas le choix. Il n'y a personne qui va dire, tu sais, mange pas tes repas ou fais pas ci ou mange comme ça. Ça ne va pas fonctionner. C'est vraiment day in and day out, 24 hours a day. C'est chaque repas, ton sommeil, ton cardio. Tu vas au gym 1 heure et demie de temps, puis tu fais ton workout, mais à la maison, il faut que tu ailles manger. Puis il faut que tu manges encore, puis encore, puis encore. Puis il faut que tu ailles dormir. Parce que toutes les performances rentrent en jeu à travers ta journée. C'est vraiment ça, c'est le mode de vie, puis c'est les sacrifices à faire. Puis comme je l'ai dit au tout début, je sais que je parle beaucoup, puis tu vas le remarquer au long du podcast, mais c'est pas nécessairement, ça va pas nécessairement être agréable. Le monde, ils veulent que ça soit facile, puis que ça soit le fun. C'est le fun d'être à 5-6% de body fat, puis être super shredded, puis tu te sens bien, tout. Mais en réalité, tu ne te sens pas nécessairement super bien quand tu es à ces niveaux-là de composition corporelle. Mais aussi, à se rendre là, ça ne va pas être agréable. It's going to be worth it. Ça va valoir la peine, tout à fait. Là. Ta première place, là, ça va, it's going to be everything for you. Mais je ne dis pas que ça va être agréable. Ça va être dur. Et tu vois, moi, je l'amène souvent. Je pense que tu l'as bien expliqué. C'est sûr, là, c'est manger, 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 dormir, puis s'entraîner. Mais tu vois, moi, quand je parle avec mes athlètes, je dis tout le temps, t'as l'athlète, puis alentour, t'as plusieurs sphères qui composent un athlète. La nutrition, le sommeil, le stress, ton environnement, la performance, tu sais, t'as plein de facteurs, puis tu essaies de tout, en fait, dans un sens, pour être l'athlète d'haut niveau, il faut que tu regardes de respecter, puis de jouer avec toutes les sphères. Fait que, Ouais. si tu manges pas bien, tu vas être un bon athlète, mais ça va être bon athlète. Si tu amènes la nutrition, better athlète. Si tu es quelqu'un qui est trop stressé par la performance ou par trop des facteurs anxieux, mais ça peut nuire sur ton sommeil, puis nuire sur ta nutrition, puis là, ben, ça crée finalement pas l'athlète que tu devrais être. Fait que, c'est des aspects de même que j'essaie d'enseigner, puis même quand je parle avec du monde, simplement, de dire que peu importe ce que tu fais comme sport, parce que le bodybuilding, je pense que ça revient un peu comme nous autres en powerlifting, où tu joues au hockey ou au football. Il faut que toutes les sphères, si tu veux passer à un haut level, devenir pro, tu veux jouer dans la NFL, tu veux jouer dans la NHL, il faut que tu touches à toutes les sphères qui composent un athlète. Absolument, non, c'est tout à fait vrai. Puis c'est souvent, comme je l'ai dit, avec l'ère des médias sociaux, puis tu sais que c'est tellement si accessible que ça,
c'est pas la réalité. T'sais. Puis tu le vois, il y a du monde qui compétitionne pour le simple fait de compétitionner. Il y a du monde qui sont passionnés, mais il y en a beaucoup qui le font pour Instagram et compagnie. Là, ils veulent se donner. C'est correct, mais il faut juste que tu saches, est-ce que tu le fais pour toi, tu le fais-tu pour les autres? Le bodybuilding, c'est plus ce que c'était, disons. Le bodybuilding, ça va bien personnellement au niveau. Quand je regarde, mettons, le Pro League, comme la NHL du bodybuilding, il y a eu comme un gros boost, puis ça va bien, puis tout, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis, disons, les années 90, puis je le répète encore, les médias sociaux jouent un grand rôle là-dedans, mais c'est beaucoup plus saturé que ça l'était. Aujourd'hui, là, tout le monde, il y a plein de, même au niveau amateur, il y a plein de gens qui vont dire, ah, yeah, I'm a bodybuilder. Mais comme, are you really a bodybuilder? Tu fais-tu vraiment, tu fais-tu ce qu'un bodybuilder doit vraiment faire? Ou, puis là, ou les gens qui vont dire, I'm going for the pro card, pro card. Tu n'as jamais compétitionné de ta vie, tu penses à pro card, mais la pro card, là, c'est pas un contrat dans la NFL. C'est pas parce que tu as ta pro card que tu vas être que tu vas faire des millions, puis tu vas être sponsored, puis ci, puis ça, puis ça. Il y a des Instagram bodybuilders qui ont un huge following, qui sont plus comme des social media like bodybuilders, qui sont même pas compétitifs, qui gagnent une vie, mais les chances d'être un influenceur, parce que c'est typiquement des influencers, les chances de gagner ta vie de même, là, les chances sont très minimes. Puis de l'autre côté, quand tu es un bodybuilder professionnel, il faut que tu fasses tes marques, il faut que tu compétitionnes, puis il faut que tu ailles chercher une certaine crédibilité. Puis aujourd'hui, c'est beaucoup plus saturé, comme j'ai dit. C'est comme le courtier immobilier. Combien de courtiers immobiliers tu connais? Parce que moi, j'en connais genre 50. Mais combien de courtiers immobiliers font de l'argent, puis combien de courtiers immobiliers en font pas? T'sais? Puis c'est pas, encore une fois, je suis très straightforward, c'est pas pour dénigrer la carrière d'un courtier immobilier, mais je fais beaucoup le parallèle avec ça parce que je vois plein de gens sur les médias sociaux avec des courtiers immobiliers, puis poster des photos là, en train de poser avec leur BM, puis leur valise, puis leur soute, puis leur ci, puis leur ça. Puis en réalité, c'est pas compliqué. Tu vas sur leur petit lien, puis tu regardes s'ils ont des listings, s'ils ont des maisons à vendre, puis ils en ont zéro. T'sais. Mais dans le bodybuilding, c'est un peu la même chose. Il y a plein de monde qui ils vont poster leurs photos, puis work hard, grind hard. Mais are you walking the walk? Peut-être pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus mainstream, c'est beaucoup plus saturé. So, c'est comme je l'avais. Oui. C'est ça, il y a comme des pots et des contre. Ouais. Ça peut permettre un peu au sport de grandir, mais en même temps, ça peut faire l'effet inverse de dire, ben, OK, si lui, il va là, moi, il pas une chèque de même, peut-être trop, en est aussi des standards trop élevés, tu sais. Fait que, Ça prend du temps, man. Tu regardes n'importe quel bodybuilder, ils le disent, là, ça fait comme 10 ans qu'ils s'entraînent day in and day out, puis c'est correct, mais il faut que tu aimes ça. Moi, personnellement, là, ma vie, day in and day out, je travaille dans un gym, mais je suis sur ma routine, puis ça me plaît, puis je suis pas comme, ah, shit, samedi, mes amis veulent chiller ou sortir. Parce que la réalité, c'est que être dans ce domaine-là, être dans ce sport-là, tu vas comme perdre beaucoup d'amis. Ton cercle va vraiment diminuer. Puis si tu aimes ça, c'est bien correct. Puis il y a du monde qui vont le comprendre, il y a du monde qui ne le comprennent pas. Mais en réalité, c'est parce que quand tu es, mettons, un bodybuilder, tu n'as pas le temps d'aller sortir, chiller avec tes amis. Moi, maintenant, le peu d'amis que j'ai en dehors de mon cercle de bodybuilding, ben, le peu d'amis que j'ai, point, parce qu'honnêtement, 99% du temps que je fais quelque chose, c'est avec ma copine. T'sais. Mais si je vois des amis du secondaire que je suis ami avec eux depuis 10-15 ans, qu'on fasse quelque chose une fois par 3, 4, 5, 6 mois, mais c'est toujours comme OK, tu veux-tu venir? Ouais, OK, mais où on va? Ah, vous allez dans un resto, ben, il faut que je mange à 6 heures. So, je vais venir à 6h30, mais il faut que je mange encore à, mettons, 8h30. So, j'amène mes lunchs dans mon meal prep dans la voiture. Puis c'est la réalité. Tu peux pas mettre pause sur ton lifestyle.
Moi, j'étais à des mariages cet été, là, puis j'avais mes meal prep là, dans un mariage. Puis, it is what it is. Tu sais, le monde, ils comprennent. Mais tu sais, dans les mariages, l'alcool flot à fond, puis buffet, puis ci, puis ça, puis c'était énorme. Puis tu sais, le monde me regardait comme Aren't you missing out? C'est genre, comment tu fais? Puis je suis comme, non, parce que j'aime ce que je fais. Tu sais. Moi, ça ne me dérange pas là, de. Tu sais, on est vendredi aujourd'hui. Là. Tu me demandes qu'est-ce que je fais. Je m'en vais m'entraîner, puis je vais aller voir ma copine après, sûrement, mais peut-être pas. Tu sais. Demain, samedi, tu sais, je vais regarder un film avec ma blonde, puis c'est bien relax, puis bien tranquille. Tu sais, puis, tu sais, il y a beaucoup de sacrifices à faire, puis je pense que du côté de ton partenaire ou ta partenaire, c'est important qu'ils comprennent aussi, tu sais. Parce que c'est pas facile, tu sais, imposer ça sur tu sais, ton chum ou ta blonde, il y a beaucoup de couples que ça marche juste pas, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est des gros sujets, mais c'est vraiment intéressant parce que tu sais, il y a beaucoup de monde des fois qui veulent se lancer là-dedans, mais pour vrai, là, ils se lancent la tête dans l'eau, puis ils ne savent pas à quoi s'attendre. Puis là, ben, quand ils jumpent, ben, ils pognent une brique, puis ils sont Mais vraiment oui, à la tête. Tu sais. Fait que non, mais mais c'est oui. important d'en parler. Puis justement, c'est cool de pouvoir, OK, genre, des gars comme toi qui vont passer par là. Fait que non, très nice, très nice. Puis, hey, je veux savoir un peu, ça ressemble à quoi? Ton off-season de training? Ouais. C'est exemple ta prep. Ça ressemble à quoi généralement? Comment tu planifies? Puis là, c'est en sachant que tu fais une compé par année, comment tu planifies vraiment ton année de training? OK. Mais check, moi, regarde, j'ai commencé à travailler avec un nouveau coach comme j'ai dit, en février 2021. So, tu sais, ça prend un certain nombre de temps avant que ton coach commence à vraiment connaître comment tu fonctionnes. Tu sais, on a fait beaucoup en 10 mois, là, parce que j'ai compétitionné en décembre. On a réussi à faire beaucoup ensemble, puis ça a vraiment cliqué de la bonne manière. Mais tu vois, j'ai commencé avec lui, disons, comme je disais, en février 2021, puis j'ai commencé ma prep genre au mois d'août pour compétitionner en décembre. So, on n'a pas fait un gros off-season parce qu'on avait. Puis moi, je ne savais pas si j'allais compétitionner, mais il a dit, j'ai dit, je veux voir où je me situe, puis on prend ça comme un brouillon, puis on part de là. T'sais. So, de ce que je remarque de mon off-season cette année, c'est que c'est sûr que l'entraînement, l'intensité va être au top. Les calories, la manière que je mange, on pousse vraiment sur les glucides, on pousse vraiment sur, l'alimentation, maximiser le plus possible le nombre de calories qu'on mange tout en gardant une composition corporelle assez maigre. Tu ne veux pas spill over. Le pourcentage de gras, il ne va pas vraiment être. Moi, le rule of thumb que je me donne, il faut toujours que tu aies pour moi, je veux toujours avoir des abdos visibles. C'est un peu ça. Mais il faut garder une bonne composition corporelle. Je te dirais, c'est vraiment plus au niveau du off-season, c'est juste la consistance sur être capable de vraiment manger tous tes repas, être capable de pousser à fond pour, comment dire en français, ce que j'essaie de dire, c'est maximize each and every aspect of nutrition, puis to, comment dire, faut que dans le fond, on peut le couper. Là, je vais essayer de. En anglais, non. So what I'm trying to say is that everything that's on the program needs to be translated in the gym or let's say in the kitchen in the lifestyle to bring the best out of you. Il faut vraiment que tu ailles chercher le maximum, disons, dans le gym avec ce que tu as, disons, dans la nutrition. Parce que les deux, là, ça forme une synergie. T'sais. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est la synergie des deux. C'est maximiser le plus possible l'entraînement grâce à la nutrition. Puis de l'autre côté, tu maximises la nutrition le plus possible grâce à l'entraînement parce que ton métabolisme, ainsi de suite, tout va. C'est sûr que si tu t'entraînes intensément, ben, tu vas être capable d'aller. Tu vas avoir plus faim, tu vas être capable de manger plus tes repas, il faut que tu restes sur ton cardio. Moi, en off-season, je fais quand même 20 minutes de cardio tous les matins dès que je me réveille.
Puis, tu sais, c'est sûr qu'en prep, ben, le cardio il est un peu plus intense, un tout petit peu. So, il y a des petites différences là-dedans. Mais je te dirais que les deux sont très demandants de différentes manières. Tu sais. Oui. Moi, en prep, je crève de faim. Mais je ne te cache pas qu'en off-season, je te dirais pas que je crève de faim, mais j'ai tout de même. Tu sais, j'ai jamais eu de la misère à manger. Tu sais. Je te dirais, pour moi, c'est plus facile de manger que de m'entraîner. Tu sais. Comme en ce moment, juste pour te donner une idée, je mange 800 grammes de glucides par jour. Mais ça se fait bien. Tu sais, je ne crève pas de faim, mais mettons que si tu m'aurais dit que ce serait 1000 grammes, mais ça aurait été 1000 grammes, ça aurait été 1000 grammes, tu sais. Tandis que, tu sais, puis du côté de l'entraînement, je m'entraîne super intense aussi, mais tu sais, pour moi, tu sais, j'ai toujours été gourmand. Tu sais, puis quand j'étais jeune, j'étais un peu plus gros, tu sais. Mais pour moi, la bouffe, là, tu sais, ça n'a jamais été un problème, tu sais. Du côté de la prep, c'est là que c'est un peu plus difficile parce que je crève de faim en prep, tu sais. Puis quand tu es en off-season, tu es plus comme dans des trainings, plus vraiment axé sur l'hypertrophie, même neuronale et tout ça. Est-ce que tu es quand même dans des phases de maintien? Est-ce que sinon, d'habitude, tu te dis, OK, ben là, si on ressemble à ça, notre shape, fait que là, mettons, pendant X temps, on va travailler un petit peu plus sur nos lats, sur nos épaules. Ça ressemble un peu à quoi ce style? Oui. Mais tu vois, moi, je fais un check-in à tous les semaines avec mon coach. Puis de là, tu sais, on va établir le plan. Tu sais, comme moi, présentement, ma faiblesse, c'est mes jambes. Tu sais, je mesure quand même 6 pieds 2. Sur remplir le frame, c'est assez difficile. Donc, mes jambes, tu sais, c'est quelque chose que j'entraîne 2 fois semaine. Je vais avoir une journée. En ce moment, j'ai 2 journées qui sont quand même plus axées sur les quadriceps que les ischios. Mais c'est parce que tu ne peux pas tout taxer ton corps. Tu sais, tu peux pas. Tu sais, on s'entend, je suis au niveau amateur. Puis tout mon corps a besoin d'amélioration. Mais il faut que tu décortiques chaque muscle à la fois. T'sais. Parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un, mettons, OK, tu entraînes tes jambes 2 fois semaine, mais là, sur tes journées de dos, tu fais du deadlift, puis tu fais plein de moves de compound, bent over rows, du T-bar row, du ci, du ça, puis tu entraînes tes jambes 2 fois par semaine, c'est sûr que tu vas être trop taxé. So, en ce moment, nous, ce qu'on fait, c'est je mets plus d'emphase sur les jambes. Ça va être comme un cycle, disons, adapté au training de jambes. Puis là, je sais que, disons, 2-3 months down the line, mais peut-être qu'on va, on va mettre un peu plus d'emphase sur les ischios que sur les quadriceps, puis ainsi de suite. Mais avec le check-in que je fais tous les semaines, que j'envoie à mon coach, on est capable de voir où les améliorations se font, où il y a des faiblesses. Moi, j'ai remarqué, disons, l'année dernière, c'était-tu l'année dernière? Non, c'était après la prep cette année. Je m'entraînais juste 4 fois semaine. Puis une de ces journées-là, c'était un arm day. C'était juste biceps, triceps. Mais ça m'a fait du bien parce que mes biceps, c'est une faiblesse un tout petit peu aussi. J'ai des bons triceps. Mais un arm day, pour moi, isoler vraiment les bras, c'est quelque chose à quoi j'ai bien répondu. So, c'est sûr qu'il va y avoir des petits changements ici et là. Puis, Quand tu arrives dans une prep, est-ce que, mettons, là, tu es plus, on augmente le cardio, on descend un peu l'entraînement? Est-ce que c'est juste l'intensité? L'intensité est haute, mais les reps sont plus endurantes. Ça ressemble un peu plus à quoi quand on tombe dans du tu vois, préparation? moi, j'avais fait, parce qu'avec mon coach, c'est Patrick Tuor, si jamais tu veux le Google ou quoi que ce soit. Lui, il a une manière de s'entraîner, ça s'appelle c'est SST Training. Puis, on faisait, mettons, je vais te donner un exemple, je ferais, disons, je ferais juste 2 working sets. So, je fais des feeder sets. Disons, donner un exemple, lat pull down, mettons. Donc, lat pull down, tu t'échauffes avec, disons, 120 livres, 150, 180. Puis là, je vais faire, mettons, 3 feeder sets avant de faire 2 working sets. Mon premier working set, c'est souvent to failure. So, je vais mettre un poids 8 à 10 répétitions, disons, ou si c'est dans le programme, il me dit, vise pour 10 à 12. Mais 8 à 10 répétitions, c'est parce que les 10 répétitions, ils ont été faites, mettons, en RPI au top. T'sais. Mais avec la forme, pour moi, ça a toujours été quelque chose que j'ai été très, très axé là-dessus. La forme doit toujours être pas loin d'impeccable. Moi, il y a une chose que j'aime pas dans le bodybuilding, c'est le ego lifting. J'aime pas ça. C'est la première chose que je vois. Pour moi, je préfère
qu'un de mes clients ou quoi que ce soit, qui fasse, mettons, des incline dumbbell press de 100 livres, parfait, que rusher sur des 130 là, pour 6 répétitions. So, disons, moi, ce que je faisais, c'est un set, 8 à 10 répétitions. Deuxième set, ça serait, mettons, dépendamment de qu'est-ce qu'il y a au programme, mais ça serait peut-être réduire la charge de, disons, 30%, puis faire un eccentrique de, disons, 4 secondes en montant, quelque chose de même. Je jouais beaucoup avec les eccentriques, puis ces facteurs-là, plus que juste du 8 à 10, 10 à 12. J'avais vraiment un programme structuré à cette manière. Ouais, c'est bon à savoir, parce que des fois, c'est ça. Nous autres en party, on utilise quand même un peu l'off-season, surtout quand on a des compétitions. Mais on a comme. Généralement, la tête, c'est peut-être 2 à 3 compétitions par année. Fait que c'est pas juste une. Fait que nos off-season, on en a, mais des fois, on n'a pas comme 5 mois d'off-season. On a peut-être déjà genre 1, 2, peut-être 3 mois si on est chanceux. Mais vous, ça marche par bloc un peu plus, hein? Ouais, c'est ça. On peut aller plus dans l'hypertrophie quand on sort d'une grosse compé. Après ça, on peut retomber un petit peu plus dans de la force. Puis après ça, on commence un pic, déjà pour une compé. Fait que, généralement, on peut déjà aussi dire à un athlète de dire, OK, si ta compé est au mois de juin, ben, prépare-toi au moins 6 semaines, mettons, pour dire, OK, on va faire un pic. Mais, l'autre bloc d'avant, c'est déjà en préparation. Fait que t'es quasiment comme 2-3 mois, toi aussi, en préparation, sans le vouloir. Mais tu as un 6 semaines intense. Un peu... Tu vois, avec le bodybuilding, tu ne vas pas nécessairement juste compétitionner une fois par année. Tu vas peut-être compétitionner, disons, au mois de juin à un show régional, puis encore prep pour les nationaux, mettons, en octobre. Ou des fois, il peut y avoir une compétition régionale, mettons, en octobre. Puis là, les nationaux sont 3 semaines plus tard. Tu t'arranges de être capable de repiquer pour, mettons, les nationaux. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Comme je te dis, j'ai fait une première compétition régionale, ça a bien été, j'ai remporté. Puis là, je suis allé aux nationaux 2 ans plus tard pour voir où je me situe. Mais il y a beaucoup d'athlètes, il y a beaucoup de bodybuilders ou comme les powerlifters qui vont faire plusieurs compétitions. Même qu'on peut aller aux États-Unis, il y en a, moi j'en connais du monde. Un de mes chums, il avait fait les nationaux. Puis là, où il avait fait dans le temps, c'était les provinciaux, il s'est qualifié pour les nationaux. Puis là, il a essayé même d'aller au championnat nord-américain. Mais il faut aussi que tu fasses, que tu gardes une certaine. Faut que tu fasses attention, veux pas, avec le stress sur le corps. Parce que c'est sûr, faire une compétition de bodybuilding, ça draine, ça taxe. Que ce soit au niveau naturel ou au niveau non testé, veux pas, tu mets ton corps sous un stress hormonal incroyable. Donc, il faut vraiment être capable d'être en mesure de juger est-ce que je peux le faire, est-ce que ça va être trop taxé, est-ce que ça va être correct. C'est pour ça que c'est important d'avoir un coach. Nice. Puis, là, c'est quelqu'un qui me l'avait demandé, mais je trouve ça super intéressant comme question, c'est de savoir, pour toi, c'est quoi la partie la plus difficile dans le bodybuilding? Écoute, tu vas rire, là, mais ce qui me fait le plus chier, c'est de devoir me raser tout le corps pour la compétition. Parce que moi, je suis égyptien, hein, je viens du Moyen-Orient, donc je suis quelqu'un qui, veut pas, on est quand même assez poilu. Oui. Ça me casse les couilles, man. Le cardio, ça me dérange pas. Parce que, pas que ça me dérange pas, mais veux pas, là, tu vas devoir travailler fort, tu vas devoir souffrir un tout petit peu là, pour être capable de compétitionner. Mais moi, ça me plaît. Moi, j'aime être en prep. J'aime être capable. Pour moi, c'est mon seul défi parce qu'encore là, j'ai rien d'autre vraiment qui me stimule dans la vie à part ça. Comme, il y en a qui c'est un hobby, whatever, mais le bodybuilder qui est vraiment axé sur le bodybuilding, là, vraiment qui veut pas nécessairement vivre de ça, mais c'est sa passion, là. Il va aimer faire ça. Moi, le training, oui, des fois c'est intense. Oui, des fois en fin de prep, tu n'as pas envie de t'entraîner, tu es tellement fatigué. Mais once it's all said and done, tu ne le regrettes pas. Tu sais, qu'est-ce que je veux dire? Le cardio, même chose. Oui, c'est plate de se réveiller le matin et faire du cardio à jeun. Mais that's what it takes in order to get to the level you need to get at.
Manger, que ça soit pas manger assez ou manger beaucoup ou quoi que ce soit. Il n'y a personne qui m'a mis un gun sur la tête pour le faire. Pour moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Oui, des fois, c'est chiant, puis oui, des fois, comme je te dis, le mariage de ma cousine, j'aurais aimé ça manger, là, c'était un mariage incroyable. Mais it is what it is. C'est moi qui ai choisi. Il n'y a personne qui me force. En réalité, il n'y a rien vraiment qui me dérange du bodybuilding. J'apprécie tous les moments. C'est vraiment, ça sonne quétaine, mais j'apprécie ça. Puis j'ai vu quelqu'un qui avait écrit ça, c'était quoi le quote déjà? Pressure is privilege. Le fait que tu te mets sous pression par exprès, c'est un privilège. Parce qu'il y a du monde dans la vie qui ont de la pression de whatever, puis c'est pas de leur faute, ils ne sont pas inscrits à ça. Si tu passes par des struggles dans la vie que tu n'as pas nécessairement eu le choix, mais c'est pas le fun. Mais là, tu te inscris à ça. Il faut que tu t'en attendes. Pour moi, c'est pas nécessairement. Ça ne me dérange pas. It is what it is. OK, oui, des fois, c'est vrai que c'est plate, que tu ne peux pas manger, puis tu es coupé ses carbs. Mais regarde, si tu veux, mange tes carbs, cheat sur ta diète, mais tu vas payer le prix. Ouais. Donc, je vois que tu as un bon mindset, mais justement, ton mindset, il est comment ou comment tu te prépares au niveau plus mindset pour justement une prep? Pour moi, c'est tunnel vision. Vraiment, là, c'est quand on commence je me rappelle, j'ai commencé ma prep cette année 2 jours après la fête à ma blonde. Ça tombait bien parce qu'au début, je m'étais dit, ah, tu sais, babe, je ne vais pas compétitionner cette année, prendre le temps de grossir, on va profiter de l'été, whatever. Puis finalement, les shows, ils ont tous été genre retardés un tout petit peu. Le show était le 4 décembre. Ça me permettait de commencer ma prep, si je ne me trompe pas, le 16 août. Comme l'été est quasiment fini. Quand j'ai su ça, je disais à ma blonde, finalement, I think I'm gonna prep, parce que tout au long de la off-season, j'étais on point. Là, pour moi, mon off-season, comme je te dis, c'est à la lettre. Finalement, j'ai décidé de prep, mais c'était comme, it was in the back of my mind that I was gonna do a prep. Puis pour moi, c'est pas nécessairement une question de motivation, c'est juste une question de, encore une fois, c'est la discipline, t'aimes ça. Puis je suis sûr que euh, tu peux relate à ce que je dis parce que tu es un powerlifter compétitif. Pour moi, c'est comme, encore une fois, c'est un privilège. C'est pas comme, oh shit, la prep commence bientôt. Je pourrais plus boire. Je bois pas to begin with. Oui, des fois à Noël ou whatever. C'est pas pour des croyances religieuses. C'est des fois prendre un verre de vin, quoi que ce soit. Mais je suis pas un gars qui boit. Je suis pas un gars qui aime la malbouffe. Je suis pas un gars qui sort, qui fait des. J'ai pas une autre activité physique ou un autre hobby comme m'entraîner. Comme, je joue pas au hockey, je sais pas patiner, je sais pas faire du ski, je sais pas faire du snowboard. Pour moi, c'est vraiment, c'est m'entraîner. Quand je commence une prep, pour moi, c'est comme un privilège. C'est comme, oh shit, now it's gonna get fun. Ça me manque, là. Je me rappelle, des fois, je regarde dans mon téléphone, puis les archives de prep, les photos, les check-ins, puis c'est comme, fuck, j'ai hâte de retourner à ça. Mais pour cette année, comme je t'ai dit tantôt, je deal avec des problèmes un petit peu plus personnels. Puis, en même temps, je veux être capable de mettre de la masse. Parce que, comme j'ai dit, je suis 6 pieds 2, je suis monté sur le stage à 240 livres, super bonne condition. Mais je sais que ça prend plus de viande, plus de muscles afin d'être compétitif à un niveau national. Ce que je veux faire cette année, c'est vraiment maximiser le off-season plus que 5 mois. 1 an s'il faut, puis regarde, s'il faut que je me requalifie aux nationaux, tant pis, je vais faire un show à Montréal, ça va me faire plaisir, ça va être le fun, puis on va regarder les nationaux pour peut-être 2023. On va voir de quoi que ça a l'air, 2023 ou qui sait 2024, who knows. Mais il faut vraiment prendre le temps de mettre la qualité, parce que pour moi, même mon dernier nationaux, regarde, je vais être honnête, je savais que je n'allais pas gagner ma carte pro. Mais je m'entraînais, puis je traitais ma prep comme un gars qui doit venir en première position. Parce que pour moi, c'est ça. If you're not first, you're just the first to come last. Si tu viens en deuxième position, tu es le premier à finir dernier. C'est tout. C'est la manière que je le vois. Mais il faut
quand même pas que tu rentres là avec le mindset « Ah, shit, je vais pas gagner, ça vaut pas la peine. » Non, tu travailles comme si tu vas gagner, mais il faut que tu sois réaliste aussi, tu sais. C'est ça. Tu le fais. First, tu le fais pour toi, puis là, tu Ouais, le fais pour voir où tu te situais, ouais, puis aussi pour de l'expérience, parce que, tu sais, je pense faire une compétition qui est plus locale, mettons, moins grosse d'envergure versus un stage plus haute d'envergure. C'est pas le ouais. même stress. Le judging Non, point doit être, ben, le judging point est quand même pareil techniquement, mais ça reste que c'est pas les mêmes arbitres, sûr. pas le même monde. Fait que, c'est juste un stress différent. Il y en a Absolument. qui carburent, il y en a qui ne carburent pas. Fait que, ça dépend de Ouais. chaque personne, mais je pense que c'est comme une expérience. Non, absolument. Ça, je te comprends. Quand on sait qu'on finit 20e pour 40, tu réfléchis pour dépenser ton argent là, à 2 fois là, pour une prep, mais Ouais. quand tu le sais comme finir 4, 5, 6, des fois, on ne sait pas qu'est-ce que l'autre va t'arriver finalement sur stage. On C'est ne sait sûr. pas. Il peut arriver puis que son mental a lâché, puis là, ça fait en sorte que toi, tu es capable d'arriver et de prendre tes points. Fait que, Ouais. ça, c'est mal. Des petites questions en rafale un peu. Fait que, pour terminer tout, le reverse diet, est-ce que tu l'utilises beaucoup ou pas vraiment? Oui, écoute, c'est important. Comme lorsque j'ai terminé la compétition, en décembre, c'est sûr, la fin de semaine, OK, on est sorti, je suis sorti au resto avec ma copine, j'ai mangé, la compétition était samedi. Je te dirais, moi, ce que j'ai fait, c'est ça finit samedi, on est allé manger, encore une fois, steakhouse, rien de fou. Pas, OK, au lunch, je suis allé chercher des burgers, quoi que ce soit. Puis là, on est allé souper. Le lendemain matin, je me suis fait un déjeuner, j'étais à Airbnb, je me suis fait un déjeuner maison, pas style typique off-season ou prep, mais c'était quand même pas mal clean. J'étais allé au Whole Foods, puis j'ai mangé des œufs, j'ai acheté des saucisses, mais pas des saucisses high grade, là, la fleur, là, des saucisses comme un peu plus style gourmet, organique, tout le kit. Parce que pour moi, encore, je le répète, l'alimentation puis la digestion, c'est comme la clé de la performance. Puis, j'ai mangé ça avec un bol de gruau, avec du beurre d'amande, une banane. C'était juste comme un genre de clean cheat breakfast. Je suis rentré chez nous le soir, j'ai soupé avec ma famille, puis lundi, I was back on. J'avais mon reverse diet qui était déjà structuré par mon entraîneur. Puis c'est important parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont se laisser aller, puis ils vont mettre, mettons, 30 livres là, de rétention d'eau, puis my bad, mais de marde après la compétition parce qu'ils vont juste binger dans tout. T'sais. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus smart à faire. T'sais. Comme moi, tu vois, après la compétition, j'étais quoi? Je suis monté à. Peut-être j'ai pris un autre. Après 2 semaines, j'étais seulement 10 livres de plus, ce qui n'est pas beaucoup. Considérant que j'étais sur un gros déficit calorique euh, en prep, en fin de prep et tout. Puis ensuite, j'ai monté à pas loin du 2,55, 2,60. Puis là, il y a eu le temps des fêtes, puis tout. Puis le temps des fêtes, j'ai dit, je vais en profiter avec ma famille. Puis là, on recommence sur la off-season présentement. T'sais. Mais c'est important, le reverse diet, c'est pas parce que la prep est finie que tu lâches tout. Ça revient un peu au off-season. Puis ton rebound, comme ils disent, ils appellent ça le rebound. Ton rebound phase, c'est là où tu peux maximiser le plus possible. Dans mon cas, moi, ça a été un peu plus difficile parce que j'ai pogné la COVID. Donc, puis c'était le temps des fêtes aussi. J'ai profité un peu du temps des fêtes, puis là, j'ai pogné la COVID. Mais encore là, c'est pas une excuse de tout laisser aller puis manger n'importe quoi, n'importe comment. Ouais. Puis, c'est quoi mettons, donne-moi un top 3 des suppléments que tu dis, OK, tu sais, pour être un bon bodybuilder, top 3 suppléments. Écoute, regarde, en termes de performance, c'est sûr que la créatine est un supplément qui a été le plus étudié, qui a des preuves à son utilité, c'est sûr. Mais moi, j'ai toujours dit parce que tout le monde veut savoir les suppléments, tu sais, what do you take, si, ça, que ce soit au niveau anabolisant ou au niveau supplément alimentaire. Mais moi, j'ai toujours dit, food is number one. Tu sais. Le supplément va complémenter l'alimentation. Je pense que n'importe quel être humain sur la Terre, n'importe quel homme sur la Terre là, pourrait bénéficier d'oméga 3, de magnésium, de zinc, de vitamine D puis multivitamine. Tu sais.
Ça, je pense que c'est un top 5. Là, tu m'en as demandé 3, mais tu sais, si je C'est devais ça. aller à un top 3, je dirais oméga 3, magnésium, vitamine D. Je pense que ça serait les 3 essentiels. Mais tu vois, ça, c'est sur un standpoint de santé optimale. Tu sais. En termes de bodybuilding, oui, OK, de la créatine, des EAA, mais tu sais, c'est pas ça qui va faire du bodybuilder euh, tu sais, la différence. Tout comme son cycle d'anabolisant ne va pas faire la différence aussi. Tu sais. Puis ça, c'est, comme je t'ai dit, hors onde, c'est un peu tabou d'en parler, mais tu sais, c'est arrivé souvent, le monde me dit ah, tu sais, toi, c'est quoi ton cycle? Tu sais, qu'est-ce que tu prends? Puis le trend, c'est-tu bon? Tu sais, mais c'est pas ça qui fait du bodybuilder. Tu sais. Puis une autre chose que je veux terminer là-dessus aussi, c'est que les gens pensent que it's all about the cycle and how much you take. Puis tu sais, je connais beaucoup de professionnels de bodybuilder au niveau professionnel, puis je veux le dire, puis je l'ai vu de mes propres yeux, c'est pas autant que ce que les gens pensent. Les gens pensent que le plus que tu es gros, le plus que tu es avancé dans le bodybuilding, le plus de stock que tu consommes. Non. Tu sais. Puis même moi, à un moment donné, je le pensais aussi. Mais non. Puis c'est triste à voir au niveau amateur comment des fois il y a de l'abus. Là. Puis ça fait longtemps que je suis autour de l'industrie, puis je le vois. Là, puis c'est comme, dude, si tu dois prendre ça live pour une compétition que tu fais genre à Trois-Rivières, qu'est-ce que tu vas faire quand tu voudras devenir pro? Tu sais? Des fois, c'est de l'abus. Tu sais. Mais je pense que dans ces cas-là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui manque ailleurs. Tu sais. Sont-ils pas assez on point sur la nutrition? Sont-ils pas assez on point sur l'entraînement? Tu sais, je le vois souvent, je le vois dans les gyms. Là, moi, avant de toucher à n'importe quoi, j'étais capable de faire un deadlift de 600 livres, puis j'étais capable de bencher 3 plates pour 12 reps. Tu sais, puis je vois des gars aujourd'hui qui sont loadés sur du stock, puis ils ont de la misère à bouger 2 plates 25. Tu sais. C'est comme. C'est pas le stock qui fait de l'athlète. C'est comme le bâton de hockey, il fait pas le joueur. T'sais. Ouais. Puis si on y va un petit peu plus musical, ça ressemble à quoi la playlist de bodybuilding de Seb? C'est quoi qui. Oh man, c'est drôle que tu me dises. On dirait que cette question a été genre posée exprès pour moi, mais tu vas rire là. Euh, quand je fais des. Mettons, quand je suis vraiment mindé, là, ça va être. Ça peut être du Céline Dion, ça peut être du Pavarotti, ça peut être de l'opéra, ça peut être des speeches. C'est pas, tu sais, mettons quand je commence mon workout, oui, du hip-hop, motivational speech, still Machiavelli, tout ça, heavy metal. Mais mettons là, je veux faire un PR, tu sais, 150, 160 livres dumbbell press sur l'incline, ben, je me mindset avec, tu sais, littéralement là, du Luciano Pavarotti. Là, c'est de l'opéra, là, tu peux aller checker sur Ouais, YouTube. là, c'est ça, Et My Heart Will Go On. je vais le faire écouter à la personne qui me spot ou quoi que ce soit. Je veux dire, moi, j'ai besoin d'être calme, parce que je me mets dans une situation d'intensité. Je veux pas être craqué sur du huge heavy metal ou du huge rap parce que je trouve que l'adrénaline va comme me faire, pas te choquer, mais je suis très, comment dire, je suis très calme. Il faut que je sois calme. Puis tu vas le remarquer dans la manière, tu vas sur mes vidéos sur Instagram, quand je presse, mettons, tout se fait doucement. Il faut que je sois calme. Même chose dans les deadlift. Tu peux aller voir des vidéos que j'ai, puis je peux te dire, sur ça, j'écoutais comme du Céline Dion. Parce que moi, ça me calme, mais ça me permet aussi d'être genre, pas en colère, mais ça me permet d'être genre très. Je sais Ça pas, je sais s'entend. pas, je sais pas si tu as déjà vu ou tu as déjà joué au jeu Hitman. Ouais, ouais. OK, mais tu sais, Hitman, le theme song de Hitman, c'est Ave Maria, tu sais. Ouais. Puis Ave Maria, c'est de l'opéra, là, puis c'est comme, le gars, il est là, puis c'est un tueur à gages, mais il y a de l'opéra qui joue en arrière. C'est un peu ce style d'intensité-là que j'aime, so, ça peut être de la musique classique, de l'opéra, comme ça peut être du rap, du hip-hop, ça dépend vraiment, sais. Mais une chose est sûre, si tu me vois dans le gym, vraiment comme mindé, heavyweights, puis genre hoodie sa tête, puis je parle pas à personne, sûrement c'est parce que j'écoute genre du Céline Dion, du Mariah Carey ou quoi que ce soit dans mes écouteurs. Je suis pas gêné de le dire. T'sais. Voilà, c'est correct, c'est parfait. En fait, ça te permet d'être plus concentré sur ta tâche d'exécution. Ouais. Moi, je te dirais l'opéra, là, c'est ce qui me crank le plus. T'sais. Ouais, c'est correct, c'est Mais bon. quand je suis dans ma voiture, j'écoute pas ça. Là, ou quand je suis chez nous à la maison,
je suis quelqu'un qui adore la musique, j'adore le jazz, j'adore le blues, j'adore le old school rock and roll, mais puis veux pas, oui, j'aime l'opéra parce que je l'écoute au gym, mais pour moi, c'est une manière de me minder d'une façon extrême. T'sais. Nice, nice. Puis, pour finir avec ça, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Seb côté performance, business et tout pour 2022? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Juste stay on track. J'ai pas de misère avec ça, mais juste être capable de keep doing what you love. Puis, des fois, c'est dur de voir pas la lumière au bout du tunnel, mais c'est impossible de dire où tu vas te situer dans 1 an, 2 ans. C'est comme dans tout, c'est comme en business, c'est comme tu sais jamais, il peut y avoir une opportunité, il peut y avoir quelque chose, mais c'est vraiment important de croire en soi. I know it sounds a bit corny, mais if you love what you do, just do it. Puis, you're gonna succeed one way or another. Il y a une porte qui va s'ouvrir, So, pour moi, c'est de l'énergie positive. C'est juste continuer à faire ce que j'aime. Puis, pas lâcher. Il va y avoir des up and down, c'est sûr. Mais continuer à carburer sur ce que tu aimes. C'est ça qui est important. C'est où qu'on peut te trouver, Seb, sur les réseaux sociaux? Honnêtement, la majorité sur Instagram, c'est seb.kamel, Kamel, donc comme un chameau en anglais, mais avec un K. Donc, c'est seb.kamel sur les médias sociaux. C'est souvent plus sur Instagram que Facebook que je fais de la publicité. Sinon, au Atlantis Gym à Laval, je suis là pas mal, quasiment tous les jours. Nice. Hey, merci à tous ceux qui ont participé. N'hésitez pas si vous avez des questions, soit à moi, pour écrire sur le podcast. Vous allez voir Seb Kamel, vous avez des questions en lien avec sa job, le bodybuilding et autres, parce qu'il va prendre le temps de vous répondre. Merci à toi, Seb. C'est vraiment cool de pouvoir t'avoir sur le podcast. Ça fait plaisir. Hey, à toutes les autres, on se voit la semaine prochaine, puis bonne semaine, gang. Attention à toi, bon week-end.